sur finalement les minorités. Alors déjà, on peut peut-être dire aux minorités auxquelles on pense. Et finalement, est-ce qu'elles sont incluses dans ces séries, dans ce cinéma? Et à quel moment on peut penser, on peut intellectualiser que ça devient forcé? C'est-à-dire, à quel moment on peut se dire, bon bah là on a mis une personne en situation de handicap, mais en fait c'est le second rôle et c'est pour dire qu'il y a une personne en situation de handicap, quoi. Est-ce que vous avez des exemples peut-être Là, du coup, vu que tu poses cette question, ça me fait penser, est-ce que, par exemple, pour jouer un personnage handicapé, on a besoin de faire jouer un acteur handicapé? Est-ce que pour jouer un personnage trans, c'est un personnage un acteur trans qui va aussi jouer ça? C'est une autre question. Non, c'est intéressant parce que moi je pense à Bruno Dumont qui a pas travaillé sur la question en tant que telle, mais qui travaille avec des acteurs qui sont pas forcément professionnels et qui ont pour le coup des handicaps. Héloïse, je sens que tu... J'aime pas trop Bruno Dumont. Toi, t'aimes pas trop Bruno Dumont. Non, je trouve que... en fait, j'avais vu Maloute, ça m'a extrêmement gênée. Ah bah c'est peut-être le moins gênant. Ça m'a Tu n'as extrêmement pas vu gênée. Flandre. Ouais, je trouve ça un peu... de l'autre côté, mon côté politique. Okay. Un regard sur les personnes qui vivent dans la campagne, les prolos. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un peu un discours comme ça qui me dérange, moi, chez Dumont. Okay. Moi, je trouve ça vraiment bien qu'il travaille avec... et justement, je le sens pas du tout dans ce sens-là. Ah ouais. Dans Petit Quinquin, par exemple, pour le coup, il les inclut. Et moi, je trouve qu'ils ont jamais l'air cons, quoi. Ils n'en font pas des gens cons. Ah, moi, j'ai retrouvé complètement l'inverse. Ouais, mais après, ils se moquent aussi de la bourgeoisie. Ils se moquent de la bourgeoisie dans Maloute. Ouais, mais elle est quand même vachement représentée. Et puis, on en rit en même temps. Enfin... ouais, je sais pas trop. Ça fait longtemps que j'ai vu Maloute, mais je sais que ça m'avait marqué, quoi. En plus, c'est des acteurs, bon, Lucchini et tout, ils sont pas... Ah ouais, c'était des grands acteurs, effectivement. Pour le coup, dans les séries Flandre, dans Petit Quinquin, ouais, j'ai pas regardé. dans Coin Coin et les Inhumains, alors je sais pas si ça questionne le genre, en tout cas c'est quand on parlait tout à l'heure des représentations des femmes, dans Flandre, c'est un film extrêmement dur, hein. Franchement, faut être accroché, hein. J'ai regardé ça un dimanche après-midi. Bon, voilà, tu retournes te coucher à 15h, quoi. Mais dans la représentation de la femme et justement de la sexualité, si on parlait de #salpute et de comment est-ce que certaines peuvent être, stéréotypées si elles ont le même comportement que certains hommes qui sont vus comme des dons géants, là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. C'est ça que je trouvais intéressant. Même s'il parle aussi de la guerre et tout, c'est assez... Ah, c'est marrant, on n'a pas du tout la même perception des choses. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est nos regards en fait. Ouais, c'est vrai que c'est des... Ouais, moi c'est un cinéma qui me parle pas du tout, quoi. Que je trouve justement moqueur et pas constructif selon moi. Ok. Et alors, qui a vu la chronique des Bridgerton? Moi aussi. Qu'est-ce que c'est alors? Parce que moi je l'ai pas vu. En gros, c'est une histoire qui se passe dans le passé. Où, je ne saurais pas faire une synthèse. C'est assez compliqué en vrai. En gros, il y a quelqu'un qui fait une chronique dans le journal anonymement, avec un faux nom, quoi, et qui publie toutes les rumeurs, mais enfin, elle crée des rumeurs plus qu'elle publie des rumeurs qui existent déjà, parce qu'en fait, elle je sais pas comment expliquer. Si, c'est ça. En fait, c'est un genre de journaliste people, mais qui à la fois témoin de choses qui se passent, tout en les produisant aussi, parce qu'elle est pas vraiment journaliste. En fait, elle contribue à semer le trouble entre les gens. Mais en fait, ça se situe dans un passé fictionnel, où il y a une reine noire en Angleterre, où il y a effectivement une noblesse, etc. Enfin, c'est une société quand même assez hiérarchisée, hein.
mais avec effectivement des personnes noires qui sont dans des hiérarchies, dans des classes. Dans donc des positions de pouvoir, quoi. Ouais, voilà. Et après, on comprend progressivement pourquoi, mais c'est pas au début, on ne sait pas. On ne sait pas pour quelle raison, mais après, voilà. Et vous pensez qu'il y a des gens qui sont surpris ou que ça met mal à l'aise cette situation, du fait que ce soit historique et donc pas réaliste par rapport à l'époque? Il y a eu un scandale là-dessus, ouais. comme quoi la reine, en plus elle s'appelle la reine Elisabeth, qui était noire, et ça a fait scandale parce que justement dans l'histoire il n'y a jamais eu de reine d'Angleterre noire et que c'était pas normal entre guillemets. Parce que dans Doctor Who, par exemple, il y a aussi une reine, la future reine d'Angleterre, qui est noire. Mais du coup, ça poserait moins de problèmes a priori parce que c'est dans le futur et que ce serait plus acceptable, par exemple. Je sais pas, c'est une question que je pose, mais c'est vrai que dans les séries historiques, on oublie le fait que ça soit peut-être de la fiction et que du coup, on peut aussi réécrire quelque part des choses et complètement se les approprier et les revisiter parce que c'est fictif, en fait. Et même si ça peut prendre, ça peut s'inspirer de ce qui se passait à l'époque, etc., ça reste une histoire, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est que si c'est dans le passé, ça questionne aussi la relation passée à l'Angleterre et notamment aux colonies, quoi. Oui, enfin, je l'ai ça. pas vu, hein. C'est tout Mais à je fait me ça. dis, waouh, C'est tout à fait c'est ça. osé, quoi. Ouais. C'est de dire les choses sans les dire, enfin, c'est très Complètement. sous-jacent. C'est très Après, sous-jacent. c'est une série où il y a tout tourne autour de la question du mariage, qui permet aux femmes d'accéder à des positions sociales supérieures, en fait, ou de les conserver. Hein. Et puis, il y a quand même une histoire autour d'un jeu de séduction qui se transforme en romance, etc. Mais il y a aussi une question autour du plaisir, du désir, etc. Et il y a aussi, alors je crois que ça fait partie des critiques qui ont pu être faites, un personnage masculin qui est noir et qui, malgré tout, je crois avoir lu ça, hein, mais il a pu être enfermé dans ce rôle de l'homme qui est peut-être réduit à son corps aussi. Enfin, voilà. Alors que moi, je suis pas complètement sûre non plus. De ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout le monde est absolument amoureux de cet acteur. Parce qu'il est magnifique, il a des yeux très beaux, il a un charme fou. Et en même temps, il y a plus de complexité. Mais j'ai pas vu la série que ça, après. Parce qu'en donc, fait, il n'est pas qu'un corps, il n'est pas que celui qui permet à l'héroïne. Ouais, ce qui lui explique comment fonctionne son corps un peu, hein. Enfin, il lui donne accès à sa jouissance en lui donnant des clés. Et effectivement, il n'est pas qu'un corps. Mais du coup, il nourrit vraiment l'histoire. C'est un des personnages principaux qui participe complètement à l'histoire. Et qui... C'est ça. C'est pas qu'un alibi, il me semble, parce qu'on parlait de la question des minorités. Il n'est pas juste là pour faire vendre une série, parce que derrière, il y a cet enjeu-là. C'est-à-dire que, est-ce que quand Netflix ou autres permettent de donner accès à des minorités d'être représentées, est-ce qu'il y a seulement un enjeu commercial, en fait, derrière? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un enjeu réellement démocratique ou pas? Voilà. C'est marrant, ça me fait penser à deux vieilles séries, là, maintenant qu'on en parle. Monk, qui met en scène... Vous connaissez Monk? Oui, il est très maniaque, c'est ça? Ouais, il met en scène un détective absolument imbuvable, qui a des tocs de propreté incroyables, mais qui résout toutes les affaires. Et il y a Corky aussi qui met en scène une personne porteuse de la trisomie 21. D'accord. Mais ça, c'est des séries notre enfance, Héloïse. Je l'ai pas vue celle-là, je suis passée à côté. Ouais. Et le personnage principal est un homme porteur de trisomie. D'accord. Donc un handicap visible. On pourrait aussi parler des handicaps invisibles, pour le coup, mais peut-être qu'ils sont moins faciles à mettre en scène, à l'image. Pour autant, comment est-ce qu'on peut en parler aussi? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que vous avez peut-être des exemples de séries ou de films que vous avez vus où vous vous êtes dit, au-delà de Bruno Dumont, non mais là, franchement, on fait appel à des personnes issues des minorités et franchement, ils sont là pour dire qu'il y a des personnes issues des minorités. Vous en avez déjà vu, vous? J'en ai une qui fait pas ça. Ah ouais, bah vas-y, parle-nous-en. Du coup, je me permets aussi, genre, Orange is the New Black, qui est typiquement pour moi une série avec de la représentation des minorités. Après, bon, il y a des moments quand même assez violents.
et la... comment dire beaucoup d'hommes dans la série sont montrés comme des oppresseurs, beaucoup d'hommes sont blancs dans la série aussi, même s'il y en a certains qui sont de couleur. Après, comment dire, ça a été réalisé du coup par une femme qui est lesbienne aussi, et je trouve que il y a vraiment de la diversité dedans. Il y a des personnes trans, il y a des personnes de couleur, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes en fait un peu de tous les chemins, des personnes religieuses, enfin qui croient en certaines religions. Donc, pour ça, j'aime bien cette série. Ouais, C'est une série dans laquelle les femmes sont en prison et on C'est suit ça. leur parcours. tout à fait. Mm. Un vrai contre-pied à la fameuse série Oz de l'époque, ou plus tard Prison Break aussi, j'imagine. Enfin, il y a toujours ces mecs dans les séries, quoi. Tout le temps, J'ai tout le pas temps. le temps avec Mon un petit. esprit. Faflarage. Ouais. C'était bien, Faflarage. Et oui. Année Encore 2000. une série de notre enfance. Ouais. Ouais, Smallville et tout ça. Ouais. Ouais, je l'ai pas Clark cité. Kent. Clark Kent, ouais. Clark Kent. Ouais, c'était pas... Charmed, Bah, Charmed. disons que- Oui, c'est vrai. Charmed. Oui, c'est vrai. Koba. Ouais. Quelles sont les séries peut-être tu as autre chose à... Ouais. En fait, du coup, la question d'inclure les minorités, ça me fait penser, est-ce qu'on doit forcément faire partie de la minorité en question pour réaliser le film, créer le personnage et, je sais pas, être l'acteur du coup, qui représente ce personnage? Est-ce qu'on doit, du coup, partager quelque chose avec ce personnage? Pour être légitime Pour être à le mettre en légitime. scène et à le Pas représenter. spécialement, enfin, être légitime, mais aussi être réaliste dans la comment ça s'appelle, Dans son la mission. représentation qu'on lui donne. Je pense que t'es pas obligé de faire partie d'une minorité pour représenter une minorité, sauf que je pense que le problème que tu vas rencontrer, c'est de représenter le vrai, parce que toi qui ne fais pas partie de cette minorité, tu sais pas ce que vivent vraiment les personnes qui en font partie, et je pense que tu peux le faire, mais du coup, il faudrait que tu ailles voir les personnes concernées pour leur Oui. demander est-ce que vous vivez vraiment ça? Parce que aussi, on est rempli de stéréotypes par rapport à beaucoup de choses. Mm. Du coup, c'est vraiment aller voir pour dire est-ce que tu vis vraiment ça ou c'est quelque chose qui n'est pas systématique et voilà. Oui, il y a partie un travail de documentation, Documenter, de recherche ou oui, d'interview Des qui... recueils de témoignages ou Ouais. au moins par des experts. Je pense qu'il y a eu une importance, effectivement, d'avoir des personnes qui vivent ou qui connaissent ce sujet-là parce que ils ont le genre qu'ils ont, le sexe qu'ils ont, la couleur de peau qu'ils ont, etc. Pour donner voix, pour amener aussi des sujets que la majorité en fait, des personnes de l'industrie cinématographique et sérielle qui jusqu'à présent étaient masculines. Mais du coup, c'est bien parce que ça, effectivement, ça amène des nouveaux sujets et c'est important, etc. Mais du coup, je trouve qu'il y a quand même des séries mais même H24 par exemple, je repense à Burger Queen là. Après, t'es pas obligé non plus de. C'est pas parce que tu mets un acteur noir ou blanc ou asiatique ou autre que t'es obligé de te sentir concerné par ce qu'il peut vivre parce que son personnage est exempté. Non, je suis pas sûre qu'il faille toujours exempter de ces trucs-là, mais n'est pas associé à ce qu'il subit dans la société. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le Burger Queen de H24 aussi, parce que en fait, on s'en fout de ça. Enfin, je veux dire, elle fait partie d'une... C'est juste une personne qui travaille C'est ça. dans un Burger King, du coup, Burger Queen. Et c'est tout, en fait. Et c'est ça qui est cool. Moi, je trouve aussi, c'est... En fait, je pense qu'il y a un peu de tout. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que... C'est la question de la représentation de l'autre ou de soi, et puis la question de est-ce qu'on n'enferme pas quelqu'un dans une idée Ouais, aussi. Est-ce qu'on ne contribue pas à discriminer aussi?
Et puis, il me semble qu'il y a derrière aussi en creux cette question de l'assignation identitaire, c'est-à-dire que bah voilà, reste là où tu es en fait, ne sors pas de cette catégorie. Est-ce que de ne se définir que d'une certaine façon, ça va pas nous enfermer nous-mêmes? Est-ce qu'on peut pas être libre d'être soi-même? Mais du coup, ça renvoie à cette question des représentations. Est-ce que si on représente quelqu'un d'une certaine façon, on arrive... Enfin voilà, je suis désolée, c'est un peu flou, mais c'est cette question de la nuance, de la complexité, et puis d'arriver à être aussi dans la liberté donnée au spectateur à recevoir ce qu'il a envie de voir, hein, tu vois, dans une subtilité, une poésie, enfin, je sais pas, derrière, il y a toutes ces questions, et je trouve que c'est difficile d'y répondre en 2 mots. Et puis ça va faire sa propre idée aussi. Brittany, tu le disais, avant d'être femme, tu te considérais comme étant noire. Et en fait, la problématique peut-être du cinéma et des séries, c'est qu'il y a une image avant d'avoir le son, et du coup, comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre au spectateur comment est-ce que la personne s'identifie dans sa tête. Enfin, moi, je l'ai souvent entendu dans mon métier de dire oui, bon ben, effectivement, quand tu es une femme, tu dois avoir tel rôle dans le journalisme ou pas. Et c'est des choses que j'ai ressenties parfois, mais enfin, je sais aussi passer outre. Et du coup, cette question de représentation de féminisme, elle m'atteint plus dans le sens où je suis passée à autre chose et j'ai avancé, quoi. Et du coup, peut-être qu'on voudrait m'assigner parfois un rôle ou parfois un truc où je devrais pas être bien pour telle ou telle raison. En fait, je suis passée à autre chose, quoi. Mais les gens sont encore sur les représentations. En fait, comment est-ce qu'on éduque à l'ouverture d'esprit? On le disait avant. Comment est-ce qu'on éduque à l'ouverture d'esprit, à pas projeter ses peurs sur d'autres, quoi. Il y a de ça aussi, je pense. Et comment est-ce qu'on le représente ensuite dans le cinéma? C'est un chemin énorme. Mais même, je réfléchis en même temps que je parle, parce que du coup, on n'a jamais eu ce débat, en fait, tout ensemble avant, et c'est hyper intéressant. Mais même, tu vois, cette question des minorités qu'on est en train de se poser, moi, je me sens pas ultra légitime à en parler non plus. Enfin, j'ai envie de la défendre, parce que je comprends l'idée, parce que j'écoute des personnes en parler, tu vois, parce qu'elles sont concernées par ces trucs-là. Et donc, j'ai envie de défendre ça, et en même temps, ben... Je sais pas comment expliquer le fait que j'encourage ça, je suis pour et tout, et en même temps... Bah, je suis pas directement concernée, tu vois. Enfin, est-ce que quand on est une femme, on n'est pas dans les minorités, même si on représente 50% de la population? C'est une vraie question, c'est-à-dire qu'en nombre, on n'est pas minoritaire, mais en termes de représentation et d'accès au pouvoir, on l'est en fait. Tu vois? Par contre, je trouve que c'est important, effectivement, cette diversité, dans le sens où moi, je regarde des séries pas forcément pour m'identifier, mais pour découvrir des histoires, en fait. Et c'est ça qui me plaît plus aujourd'hui, je crois, dans ce que je regarde et dans la diversité des trucs que je peux regarder. Je cherche pas forcément à ressembler à la personne, je cherche à la comprendre et du coup à accepter mieux les autres et moi par rapport aux autres aussi. Enfin, c'est plus ça que j'aime dans ces... Et du coup, la diversité pour moi, elle se joue là, dans le sens où ça m'ouvre les yeux sur d'autres histoires, sur d'autres... Après, on pourrait parler aussi du format. Moi, je me tourne plus facilement vers le documentaire quand j'ai envie d'apprendre des choses, notamment sur les minorités, parce que j'ai l'impression qu'on va me livrer un format brut qui est la représentation imagée et sonore de ce qui se passe à un instant T, sans passer par la fiction d'un scénario. Et que du coup, je vais pouvoir dire, bon ben, je l'ai vu, je l'ai lu dans tel ou tel documentaire, et donc c'est une réalité particulière à un instant T, où après on peut se faire ses propres représentations, mais en tout cas on n'est pas dans ce pays-là, on n'est pas dans cet instant T-là, mais on l'a vu, quoi. On a vu là où la fiction, je me dis, bon bah c'est une fiction, quoi, on regarde ça parce que voilà. Et pourtant, dans ce que vous dites, vous avez pu faire avancer vos histoires personnelles grâce à des fictions aussi. Et ces fictions, elles sont importantes. Il faut pas le perdre de vue, quoi. Moi, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis sur le mode de narration, finalement, entre la fiction ou le documentaire. Et du coup, je peux pas m'empêcher de penser à nouveau à ce film The Magdalene Sisters, puisqu'effectivement, c'est une fiction, mais qui est inspirée de faits réels. C'est absolument fictionnel, il n'y a pas de... Voilà.
et à la fois c'est suffisamment documenté et ce récit fictionnel nous permet de nous mettre à la place des personnages. Et du coup, cette expérience-là qui est donnée au spectateur est extrêmement intéressante et importante, je trouve. Elle nous permet de nous toucher en plein cœur. Tu vois ? Et alors, je ne dis pas que le documentaire ne pourrait pas le faire, mais a posteriori, vu que ça a été réalisé bien après, en fait, il se trouve que dans l'édition DVD du film, il y a un documentaire qui accompagne le film, qui est extrêmement intéressant, et on voit effectivement qu'il y a eu des couvents même en France, même à voir un. J'ai oublié le nom de ces couvents, bref. Mais c'est une réalité qui n'est pas si loin de nous en termes d'époque. Et il en reste des témoins vivants, tu vois. Est-ce qu'à travers un documentaire, on touche de la même façon qu'avec une fiction ? Voilà, je pense que... Il faut de tout, de toute façon. À la fois, il faut de tout, et à la fois, ça dépend des moyens qu'on a, ça dépend du matériau qu'on a, ça dépend du réalisateur, voilà. De sa sensibilité par rapport à l'image qu'il veut faire ou qu'il veut... Personnellement... Ça peut être le podcast. Je suis d'accord avec Émilie, parce que je me demande, dans la fiction, comment tu peux savoir que tel fait est-ce que est véridique, on va dire, et un autre pas du coup. Quand tu regardes le film, à quel moment tu te dis ça a l'air vrai. Comment tu sais, parce que tu peux te dire que ça a l'air vrai, mais comment tu sais que ça c'est vrai et ça c'est faux, alors que dans le documentaire, quand tu parles du principe du documentaire, tu sais que c'est du coup documenté, que les gens ont fait des recherches pour trouver en fait pour donner de vrais éléments par rapport à des recherches qui sont faites du coup. Ouais, le meilleur exemple c'est Fargo, que ce soit en film ou en série, ils appuient sur le fait que c'est tiré de faits alors que ça tombe un peu comme ça et c'est très fictionnalisé quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même toutes ces séries dans les hôpitaux, dans la police et tout, on se rend compte qu'ils traitent ça de manière complètement différente. Alors nous on a l'impression que ça se passe comme ça, mais en fait les spécialistes ça les fait doucement rigoler quoi, parce que notamment en criminologie, quand ils recherchent sur leur écran comme ça, en 3 minutes. C'est sûr qu'on est, je pense, on est aussi complètement bercé par ça. Disons qu'on est déformé peut-être parce qu'on voit, et pour le coup, c'est très compliqué parce que c'est des images qu'on a depuis toujours. Je pense à Julie Lescaut, la série. C'est quand même une femme commissaire de police, mais combien il y en a en France ? Et moi, j'avais tendance à penser qu'il y en avait plein, mais en fait... Non, ça n'existe pas. Elle subit pas de pression morale, elle subit très peu dans la série, coups bas, de coups bas parce que c'est une femme. Alors c'est très bien, parce que ça montre que c'est possible. Oui, ça montre mais du coup, la représentation est biaisée quoi, par la fiction. Mais oui, mais c'est justement ce que permet la fiction. C'est ça qui est intéressant aussi. La fiction, elle peut s'inspirer. Encore une fois, ça reste des histoires que des gens veulent raconter, à quel point elles doivent témoigner d'une réalité, etc. Même si c'est vrai que dans les séries, et j'en parle parce que je travaille pas mal sur l'histoire de la série, ça m'intéresse et tout, des séries qui ont vachement marqué l'histoire aussi, c'est des séries, je pense à The Wire par exemple, avant d'écrire sa série, donc ça se passe à Baltimore. Ça raconte toute l'histoire de la relation en fait entre la police et les Afro-Américains clairement opprimés en fait, qui vivent dans les quartiers pauvres et qui malgré eux en fait se droguent ou vendent de la drogue, etc. parce que typiquement ils n'arrivent pas à accéder aux mêmes droits que les blancs, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre autant la défaillance de la police que la beauté des personnages afro-américains qui luttent en fait juste pour avoir une vie décente, etc. Et les flics déprimés comme d'habitude, etc. Et des politiques et des médias. Et des politiques et des médias, tout à fait. Par vision. Chaque saison, en fait, chaque saison, il me semble, va axer sur un lieu, un nouveau problème, un nouveau lieu. Donc, une fois, ça va être les médias, les journalistes, une fois, ça va être la politique, accéder à la politique, une fois, ça va être l'école aussi, la question de l'école et des jeunes à l'école, etc. Et avant, lui, il était journaliste, il a écrit des livres et sociologue sur Baltimore, il a suivi ces gens-là. D'ailleurs, avant The Wire, il a fait une première série qui n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas la police du coup. On lui a demandé d'intégrer plus la relation avec la police qui s'appelait The Corner et qui parle justement des fameux coins, les coins de rue en fait. Et il va vraiment raconter des histoires
réel en fait à travers la fiction, mais du coup ça rend moins dur. En même temps c'est très dur, je dis n'importe quoi, mais c'est très étrange. Mais du coup moi je sais que même si c'est fictionnalisé, bah, je sais que ça m'a fait rendre compte d'un truc. Et peut-être que le fait aussi de faire de la fiction, ça permet de s'attacher à des personnages et de mieux les comprendre qu'un documentaire parfois où ben, t'as l'impression de ne pas appartenir forcément aux gens que tu regardes. Alors que dans une fiction, il y a quelque chose où t'as envie de partager une histoire. Enfin, je sais pas, il y a un rapport qui est différent, je trouve, et que moi je trouve intéressant. Et voilà, des fois peut-être que la mise en scène peut révéler aussi d'autres choses, voilà, du réel qui est... Bon, après c'est tout un sujet là, mais Derrière c'est la question, intéressant. est-ce que c'est pas en quoi ça nous touche tous de façon universelle en fait? Parce que finalement, documentaire, fiction, série, cinéma, est-ce que c'est ça qui fait la qualité d'une œuvre? Enfin, est-ce que c'est pas ça qui fait la qualité d'une œuvre, sa portée? Enfin, voilà. Après, on est au-delà de la question de la représentation des minorités. Voilà, oui, on est allé un peu plus loin. mais derrière, c'est ça l'enjeu finalement. Cette question de la représentation des minorités, il me semble que c'est comment on peut toucher les uns et les autres et comment on peut donner accès à cette... il y a un enjeu démocratique, il me semble, quoi. Ouais. D'accès à la fois à la culture et à se sentir représenté et légitime, et puis à pouvoir se projeter en tant qu'enfant aussi, de pouvoir y voir des modèles, par exemple. Complètement. Je pense que même si les représentations dans soit films, séries, dessins animés, elles sont pas parfaites. Parce qu'en soi, je vous ai cité Totally Spies, etc. Et on a commencé à débattre sur le fait que c'était un petit peu stéréotypé, qu'on s'identifiait beaucoup à Clover parce que c'était soi-disant la fille la plus belle, etc. Mais je pense que malgré tout ce côté négatif, il y a quand même une part, enfin, quand on est enfant, on s'identifie quand même à ce côté, enfin, le côté qu'on voit le plus, c'est-à-dire le côté courageux, le côté, elle me ressemble un petit peu, du coup on peut faire la même chose. Et maintenant que j'y réfléchis, je sais pas si quand j'étais petite, je me disais, on se ressemble. Ouais. C'est peut-être après. Mais c'est plutôt je veux ressembler, quoi. Ouais, voilà. Moi, je sais que pour te rejoindre sur Clover, clairement, je disais Clover parce que parce que je pensais que tout le monde voulait être Clover. Enfin, c'est pas parce que je m'identifie à elle, c'est parce que Pour faire comme les copains. pour faire comme Comme ce les qui est autres. attendu. Enfin, je veux dire. La pression du groupe. Et je te rejoins là-dessus, je trouve. Oui, c'est ça. Donc je pense que pour intégrer des minorités dans les films, les séries, les dessins animés, c'est bien. Mais comment le faire, c'est la question. Parce que je pense qu'un enfant, il se pose pas forcément la question de comment est perçu tel ou tel personnage. Enfin, c'est dans un sens, oui, quand tu vas voir que l'enfant handicapé est mis de côté, forcément, c'est une représentation qui va jouer inconsciemment. Mais si on voit des enfants de tous horizons jouer ensemble, je pense que l'enfant, lui, ne se pose pas de questions à partir de ce moment-là. Après, nous, avec notre regard plus mature, on va se dire ah oui, mais ils jouent tous ensemble, sauf que l'enfant handicapé, il a un fauteuil roulant, il joue pas vraiment, ou bien il est plus mis dans telle scène, il est souvent sur le côté. Enfin, après, ça, on le voit quand on grandit, mais en tant qu'enfant, je pense que juste représenter, c'est déjà une bonne chose. Oui. Il y a un super documentaire sur Tanked en ce moment. C'est une petite fille qui explique qu'elle veut jouer au foot et que ses copains d'école... Vous l'avez vu ? Non. Que ses copains d'école veulent pas la laisser jouer au foot. Et donc elle est face caméra. Et elle est en train de dessiner la cour. Et elle explique les espaces dans la cour. Comme ça, elle dit, là, tu vois... on peut jouer ici. Alors là, il y a les garçons qui nous embêtent. Là, c'est trop petit. Hop, elle raye. Là, hop. Et on se rend compte qu'il y a un tout petit espace. Et le journaliste, en même temps, lui dit, mais pourquoi est-ce que tu peux pas jouer ici ? Pourquoi est-ce que les garçons ne te laissent pas jouer ici ? Et en fait, par le dessin et cet espace qui est en train de se construire,
et par les stratégies qu'elle met en place pour pouvoir jouer au foot ou pour essayer qu'on lui demande de jouer au foot avec les autres et un espèce de conseil syndical qu'elle monte avec ses copains et à qui elle va demander de pouvoir jouer au foot. Et c'est absolument extraordinaire parce que c'est comme l'enfant qu'on entend dans le micro-trottoir qu'on a tourné dans le premier épisode. Elle a une conscience des choses qui sont absolument incroyables. Donc je pense que ça dépend aussi des enfants et de leur ouverture peut-être. Ça, je pense que- Tu parles d'autre chose que du documentaire qui s'appelle Espace? Non, c'est celui-là. C'est celui-là Ouais, c'est le D'accord. documentaire qui s'appelle Espace. qui est pas très long, hein, Non. qui a été réalisé par Éléonore Gilbert et qui a été tourné à Grenoble. Ça, je savais pas. Oui, tout à fait. Ok. Qui dure au moins 30 minutes, qui est un 15 chef-d'œuvre. minutes. Ouais. Ouais. Non, franchement, c'est top. La question de l'appropriation de l'espace, déjà dans la cour d'école. Ouais, non, c'est. Et juste pour rebondir sur ce que disait Brittany, déjà le fait de représenter c'est bien. Moi ça me fait penser à une série de Russell T Davies, donc qui a aussi fait Doctor Who, Torchwood, etc., qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Years and Years. C'est une saison, je crois qu'il y a 6 épisodes, elle est sortie il y a 2 ans comme ça. Quelque chose comme ça. Et ça parle en fait d'une famille, de la famille Lyons qui va vivre sur plusieurs années. Ça se passe très très, on passe de 2020 en fait directement à 2025 où le Brexit est passé, où c'est une première ministre ultra populiste en fait qui est au pouvoir, etc. Il y a une énorme crise migratoire, etc. Et en fait au-delà de le fait qu'on soit dans un futur très très proche, il joue aussi vachement sur la question des quotas de personnages, ce qui peut lui être reproché, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit non mais cette série elle n'est pas du tout réaliste, parce qu'en fait il y a la mère qui est noire, la sœur qui est handicapée, qui a un enfant asiatique, la fille elle va être transhumaine, en fait il y a tout qui est représenté. Et moi j'ai dit mais c'est ça qui est fabuleux justement, c'est que il intègre, mais pourquoi pas en fait, tu vois, il y a quelque chose de pourquoi ils disent mais c'est pas représentatif de la société. Je lui dis mais en plus c'est faux, parce que tous ces gens-là ils existent dans la société à l'échelle d'une famille, ça peut complètement exister, et je trouve que juste le fait que ça soit représenté, et effectivement je pense que le fait que ce soit dans un futur proche aussi, peut-être ça peut jouer sur le fait que ce soit plus acceptable, peut-être, je sais pas, mais juste le fait de poser ça comme ça, et je trouve ça extrêmement fabuleux. Et cette série, en plus, elle va parler plein de sujets économiques, crise migratoire, comment manifester, lutter contre un pouvoir mis en place, etc. Enfin, ça va très loin et c'est très émouvant. Il y a aussi l'homosexualité. Enfin, ouais, il y a un frère qui est homosexuel, etc. Enfin, et moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve ça bien et important. Mais c'est un peu, ça peut être aussi vu comme la famille métaphore de la société. Un peu, oui, je pense. Donc, super. On a déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que celles qui se sont pas trop exprimées ont envie de le faire maintenant, avant qu'on conclue notre émission? Voilà. Merci. Moi, c'était par rapport à la première question. Pour moi, pour parler encore du féminisme, je pense que ça fait un moment que je me pose des questions là-dessus. Dans ma jeune vie, on va dire. Au moins 5-6 ans, je pense que je suis assez consciente des problèmes dans la société, tout ça. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais féministe ou... comment dire, je sais pas, il y a plein de gens qui pourraient dire le contraire, mais pour moi, tout le monde peut être féministe en fait. Et même si maintenant le mot, du coup, la connotation, il y a une connotation, pour moi, être féministe, c'est avoir conscience justement qu'il y a des inégalités, et c'est juste militer, activement ou pas, en fait, ou juste
en essayant de changer les consciences, de militer pour l'égalité, l'équité et la fin des violences, en fait. C'est que ça. Il y a plein de gens qui vont le voir différemment, qui vont dire non, par exemple, les hommes ne peuvent pas être féministes. Alors, je suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, on ne peut pas avancer justement avec juste une seule partie de la population. Ça ne sert à rien d'opprimer une autre partie de la population dans le but d'élever, de descendre l'autre pour faire monter une minorité, en fait. Pour moi, il faut tous travailler ensemble, en fait. Et on ne peut pas avancer, le féminisme ne peut pas avancer s'il n'y a pas d'hommes ou de personnes non binaires ou tout ce que vous voulez, qui sont incluses, en fait. Parce que pour une égalité, justement, il faut des deux côtés. Et il faut juste... il ne faut pas qu'il y ait que des hommes qui parlent, il ne faut pas qu'il y ait que des femmes qui parlent et qui donnent leur avis, tout ça. Il faut qu'il y ait les deux. Et qu'on trouve justement un équilibre par rapport à ça. Ce qui rejoint toutes nos questions, en fait. Ouais, de comment représenter, donner la parole à tout le monde. C'est exactement ça. La question des rapports de pouvoir. Est-ce qu'il faut renverser les rapports de pouvoir ou est-ce qu'il faut les rétablir un équilibre? Est-ce qu'il y a des Super intéressant. Rétablir, Ouais. surtout établir. Ce que je trouve super, c'est que cette discussion et ce stage podcast, je considère que c'est déjà du féminisme. Koba, toi, tu voulais parler d'un autre sujet ? Je sais pas vraiment si c'est un autre sujet et je sais pas vraiment dans quelle question ça rentre, mais je voulais parler surtout d'une série qui m'a ouvert les yeux sur comment une femme doit être, entre guillemets. C'est Ugly Betty, ça s'appelle. Je sais pas si vous connaissez, mais une série de fin 2000, entre 2000 et 2010, je dirais, à peu près ces eaux-là. Où en fait, la personnage principale, c'est donc Betty, qui vient d'une famille d'immigrés mexicains aux États-Unis et qui trouve un poste dans un magazine de mode. Et elle est choisie pour ce poste parce que elle n'est pas belle. Elle n'est pas considérée comme belle. Et au tout début de la série, c'est du genre à vraiment pas se maquiller, elle a des lunettes énormes, elle se coiffe à peine, elle s'habille, elle a son style à elle, c'est très excentrique, mais c'est son style et moi personnellement j'adore. Et au début, je m'identifiais un peu à ce personnage parce que je suis un peu du genre à me foutre de ce que les gens pensent de ma tenue, je m'habille comme je veux, je me maquille pas, limite je sors pas coiffée, je m'en fous. Et je trouvais ça bien même si elle a été choisie pour ça, parce que le protagoniste masculin n'arrivait pas à avoir une jolie fille comme assistante sans coucher avec elle. Donc son père a choisi une fille moche pour pouvoir avoir une assistante qui reste sans que son fils couche avec son assistante. Mais je trouvais ça bien que le personnage principal soit cette personne. Et le problème que j'ai eu au fur et à mesure des saisons, c'est que elle rentre dans les cases petit à petit. Bon, elle enlève son appareil dentaire, ça c'est normal, c'est parce qu'à un moment il fallait l'enlever. Mais bon voilà, elle commence à se coiffer, elle change de coupe de cheveux, elle est de moins en moins excentrique dans ses habits, ses lunettes sont plus jolies. Et au fur et à mesure, elle devient un peu plus belle. Ce qu'on attend d'elle. Ce qu'on attend d'elle. Donc la société attend d'elle. Ses tenues sont toujours un minimum excentriques, ils ont gardé ça, mais le seul excentrisme qui reste, j'ai l'impression, c'est juste que les couleurs sont un peu flash. Alors qu'avant, elle avait des tenues, des gros pulls avec un peu genre style pull de Noël, mais pour tous les jours. Ce genre de tenue, et à la fin, elle est en tailleur, bon, rose fuchsia, orange, machin, mais elle est en tailleur. Elle a plus ce gros pull moche ou moche selon les autres quoi, mais et au fur et à mesure et au final d'ailleurs le protagoniste tombe amoureux d'elle.
le happy end. Voilà. Il y a un paradoxe en fait dans Pas si Ouais, happy, c'est ça. peut-être. Parce Non, que mais- c'est perdu. Ouais, peut-être pas si happy, mais en tout cas, il y a un paradoxe Mm. dans le discours. C'est ça. Finalement. C'est qu'au début, c'est vraiment, on a l'impression qu'ils ont pris une fille moche pour la rendre belle. Mm. Alors que pour moi, au départ, c'était, certes, elle est moche, certes, elle est moche. Elle est considérée comme moche dans la société. Mm. Elle a son style à elle, mais elle va prouver qu'elle est faite pour ce travail, qu'elle peut y arriver, que malgré qu'elle soit pas dans les styles de la mode, elle va réussir à faire son petit trou dans la mode, parce que c'est ce qu'elle a toujours voulu. Donc ça, elle y arrive, mais d'un autre côté, elle perd son style de base. Au détriment de sa personne, sa Voilà. personnalité, quoi. C'est ça. Ok. Brittany, est-ce que tu voulais nous dire quelque chose avant de conclure cette émission? Moi, je voulais parler du coup de revenir sur H24 et l'épisode 12h, je crois, avec Burger Queen. Et je voulais juste poser une petite question par rapport au fait que Héloïse disait que c'était bien parce que chaque personne pouvait se représenter en cette femme, qu'elle n'était pas, on va dire, stéréotypée. Mais je me pose la question de est-ce qu'elle ne représente pas la Angry Black Woman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en gros, beaucoup pensent que la femme noire est représentée comme toujours celle qui crie, toujours hystérique en fait, et toujours, toujours comme ça. Et ça m'a fait penser à ça. J'y réfléchis pendant longtemps, mais en même temps je me dis que c'est peut-être toujours chercher la petite bête en fait. Mais c'est légitime de chercher la petite bête, de se poser des questions. Ouais. Moi, c'est coup, pas une série que j'ai vue, donc c'est pas un concept, je sais pas si on peut dire un concept, mais une représentation que j'avais, donc je peux pas abonder, mettre de l'eau au moulin. Personnellement, je la trouve pas hystérique en fait. Je trouve qu'elle a juste des raisons légitimes d'être énervée. Et puis non plus. Enfin, hystérique entre guillemets, je dis ça parce que j'aime pas ce mot, mais. Comment dire, elle devient pas enragée en fait. Elle est juste révoltée. Et elle n'est pas non plus, enfin je trouve, dans justement un cliché comment dire, elle perd papier avec la réalité. Elle est juste enragée contre ça et je trouve qu'elle représente n'importe quel militant, n'importe quel défenseur, tu vois. Mais du coup, pourquoi, ça c'est une question toujours, mais pourquoi on n'a pas mis une femme asiatique du coup dans son rôle? Pour moi, elle n'est pas réduite à sa couleur en fait. Ouais. Tu vois, pour moi, elle n'est pas. Pour moi, elle n'a pas été choisie pour ça. Ouais, pour moi, elle a une colère absolument légitime. Et juste parenthèse, je suis d'accord avec le terme problématique hystérique. On réduit cette question de la colère à un utérus et donc on essentialise la colère d'une certaine façon. Voilà. Bref, mais après, j'ai pas encore vu tous les épisodes de H24. Je sais pas si effectivement il y a d'autres personnages noirs. Si, il y en a d'autres, si j'en ai vu. Il y a un épisode dans un aéroport. Et par contre, est-ce qu'il y a des femmes asiatiques? Ça, je sais pas. Mais je trouve que c'est important d'aller regarder. Et pour moi, il est assez juste dans le sens où c'est des métiers aussi qui sont pas mal occupés par des personnes noires, en fait, réellement. Tu vois? Oui. Et voilà, après moi, voilà comment je le reçois. Personnellement, j'ai pas regardé H24 non plus parce que, comme Émilie, je suis assez sensible. Ouais. Et il y a des périodes où je peux supporter, mais là, je vais pas supporter. Et c'est des questions que je me posais, c'est tout simplement. Parce c'est un terme que j'ai entendu de militante. Du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment cette chose de la femme noire toujours en colère, ou c'est encore la petite bête qu'on cherche à chaque fois? Parce que maintenant, je suis sûre que sur un film complètement banal, on peut dire qu'il y a un problème de racisme, un problème de sexisme, un problème de représentation, alors que peut-être que c'est juste un film, c'est tout.
C'est juste que la personne n'avait pas imaginé son personnage comme ça, donc il va pas le changer parce que il faut qu'il y ait tout, quoi. En vrai, c'est une bonne question, mais je pense que là, elle est choisie pour sa personnalité, en vrai, parce qu'elle est géniale, cette actrice. Et que peut-être Angry Black Woman, peut-être que c'est aussi quand le personnage est résumé que par ça, je sais pas, ou que vraiment le rôle du personnage, c'est juste d'être vénère. En soi, c'est pas un concept qui vient du cinéma, c'est plus un concept qui vient du, je pense, je vais pas dire des bêtises, mais du militantisme, parce que je sais pas si vous connaissez Nadjelika, c'est elle qui en avait parlé dans une de ses vidéos, et je me suis posé la question de à quel moment c'est quoi la limite entre une femme noire qui est énervée et une femme noire dans ce concept de Angry Black Woman. C'est quoi la limite en fait? À quel moment on a une Angry Black Woman? À quel moment on a juste une personne qui est révoltée? Je pense que révoltée, du coup ça veut dire que tu donnes une raison à son énervement et que tu trouves que son énervement est légitime. Je pense que c'est ça. Et que si, du coup, la personne qui va dire ça, c'est... pour ce qu'on appellerait, je pense, une Angry Black Woman, il n'y aurait peut-être pas spécialement de, entre guillemets, raison légitime. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je c'est une le question. verrais comme ça aussi. Oui, mais qu'est-ce que la raison légitime Ouais, en fait, c'est ça, on place où le curseur de la raison légitime d'être en colère ou pas? Je pense que c'est aussi... Ouais, Et en fonction de quel regard? C'est ça. Voilà. Question philosophique. Je pense que si on met une femme noire énervée et on se moque d'elle, là, ça pourrait être qualifié de Angry Black Woman, mais du coup, c'est un problème du réalisateur. Enfin, de la personne. Ah, vous étiez en train. C'est une... Désolée. C'est une excellente conclusion à cette émission, ces questions-là. Merci beaucoup Brittany, Koba, Nina, Noémie et Héloïse d'avoir participé à cette émission, cet épisode 3, dans le cadre de l'atelier podcast qui a été proposé par la Maison de l'Image et Cliffhanger avec le soutien de Steady & Co. On vous propose, très chers auditeurs et très chères auditrices, de réagir à cet épisode dans le feed de podcast. Juste en dessous, vous pouvez aussi nous laisser un petit message. Quelle est l'adresse auquel les auditeurs peuvent réagir à cette émission? Alors on va mettre l'adresse du Studio 97, qui est le lieu dans lequel nous avons pu réaliser cet atelier, le Media Lab de la Maison de l'Image, donc Studio STUDIO 9797 @maison-du-milieu image.fr. Et aussi sur Instagram @Studio 97 Grenoble. Voilà. Superbe. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt et bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend quand vous nous avez écoutés. Au revoir. On est censé se perdre, c'est bon. Non, tout va bien. Désolée, je pense. Ryan Little.